Je suis Yao Zéouzé Abouti. Je suis enseignant de carrière. J'ai fini comme inspecteur de l'éducation nationale. Et comme inspecteur, j'étais inspecteur de l'enseignement du 2e degré, et essentiellement chargé de l'histoire et la géographie. Donc j'avais à inspecter, à encadrer les professeurs de CEG en histoire et géographie. Et comme avec les années 90, il était apparu au niveau politique le pluralisme, eh bien, au niveau de l'éducation civique et morale, parce qu'à l'époque, au temps du parti unique, et on enseignait qu'il n'y avait presque pas de programme d'éducation civique et morale. Le programme qu'il y avait, c'était l'ouvrage du ministre Abetiafa, intitulé Éducation civique et politique. Dans cet ouvrage, il n'y avait que la philosophie du parti au pouvoir, à savoir le RPP, et qu'est-ce que c'est que les ailes marchandes du parti, et donc parti des jeunes, parti des femmes, parti des travailleurs, et aussi les slogans qu'il fallait connaître, et ajouter à cela l'hymne du parti. Voilà un peu ce qui s'enseignait. Et puis on ajoutait à cela, bien entendu, l'animation politique, ce qu'on appelait animation politique. Mais les années 90 amènent maintenant le pluralisme, et il est apparu qu'on ne peut pas continuer à enseigner la philosophie d'un parti et dans les écoles, puisqu'il y a plusieurs partis. Il faut maintenant un réel programme d'éducation civique et morale qui résiste au temps, quel que soit le parti au pouvoir. C'est là que c'était nécessaire qu'on réfléchisse à des vrais programmes d'éducation civique et morale, quel que soit le parti au pouvoir. Et là, les Américains, c'est-à-dire le Centre culturel américain, a pris sur lui d'organiser un symposium avec plusieurs États africains qui étaient dans la même mouvance pour que nous réfléchissions à un programme d'éducation civique et morale. Voilà. Et donc, j'étais un des délégués de notre pays à ce symposium. Et c'est à partir de là que j'ai été un des acteurs de ces nouveaux programmes-là. Et à partir de là aussi, donc, j'ai eu à voyager pour savoir ce qui se fait un peu partout ailleurs, savoir aussi, pendant qu'il était question des droits de l'homme, voir comment cela s'enseigne, comment on enseigne les droits de l'homme à l'école. À partir de là aussi, j'ai pu donc devenir membre de l'Association mondiale pour l'école instrument de paix, qui est une organisation basée à Genève. Et cette organisation donc montre aux enseignants comment faire pour que l'école devienne un instrument de paix. Donc, Association mondiale pour l'école instrument de paix. Et faisant suite à cela, j'ai été chargé de créer ici au Togo la section nationale de l'école instrument de paix. Donc, j'ai été président de cette section-là jusqu'à la retraite. Et à ma retraite, étant un peu plus dégagé, donc j'ai eu à m'investir à plein dans cette section de l'école instrument de paix, EIP Togo, où nous avons eu avec les membres de notre section à organiser plusieurs formations pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix à nos enseignants ici au Togo. Et voilà, c'est à partir de là aussi que j'ai été contacté pour être membre de WANEP Togo. WANEP Togo, c'est West Africa Network for Peace Building.
c'est une autre organisation regroupant les réseaux de droits de l'homme dans notre Afrique de l'Ouest, avec le siège à Accra, ici au Togo, dont j'ai eu également à présider la section togolaise de WANEP durant 3 années. Voilà un peu ce que je suis, parce que dans mes activités, on peut retrouver que bientôt, parfois, j'ai été contacté pour être auteur de l'ouvrage qu'on avait eu, de petit ouvrage qu'on avait écrit à l'époque, dans les années 90, pendant que les élections devaient être tenues avec un cadre pluraliste. J'ai eu à participer à la rédaction du guide de l'électeur, le guide de l'électeur qui s'est ajouté aux autres guides pédagogiques que j'ai eu à rédiger avec d'autres collègues enseignants pour l'enseignement de l'histoire et la géographie et aussi pour l'enseignement de l'éducation civique et morale. La particularité de ce chauffeur de taxi, c'est moi-même qui ai été ce chauffeur-là. C'est venu comment? Parce que quand nous étions jeunes enseignants, vous comprenez que l'enseignement, ce n'est pas une sinécure. Donc, ce n'était pas facile de joindre les deux bouts. Alors, avec plusieurs autres collègues, certains, ceux qui sont dans les milieux ruraux, carrément, ils font des champs vivriers, parfois aussi des champs de culture de rente, pour avoir quelque chose qui les aide à joindre les bouts. Dans les villes, certains collègues s'investissent dans les cours de répétition, dans les maisons, et d'autres même investissent dans les prêts à taux usuriers. Il y en a qui le faisaient, et puis il y a bien d'autres qui cherchaient à exploiter un taxi. C'était très pratique d'avoir un taxi. Donc, moi, je me suis investi dans le créneau des collègues possesseurs d'un taxi. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à être chauffeur de taxi alors que j'étais enseignant, je suis enseignant? C'est que ce monsieur le chauffeur que vous avez engagé pour conduire votre taxi que vous avez acheté avec un emprunt, hein, c'est par prêt bancaire que ce taxi, je l'ai acheté. Mais monsieur le chauffeur s'en met plein les poches et presque rien pour moi, alors qu'il y a les réparations qui arrivent. Mais comment est-ce que j'arriverai à payer la banque et puis à après jouir quand même de ce taxi pour pouvoir joindre les bouts, puisque c'était ça l'objectif. Donc, je suis arrivé à dire à monsieur le chauffeur de mon taxi, ça suffit, je ne veux plus faire de taxi, remettez-moi la clé, un point barre, c'est terminé. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est que alors moi-même, comme je suis enseignant le jour, la nuit, je deviens chauffeur au volant de mon taxi. C'est un taxi de nuit presque. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à parler de chronique d'un chauffeur de taxi? C'est qu'au volant de ma voiture, en tant que chauffeur, les usagers, les passagers qui entrent ne sont jamais silencieux. Soit c'est deux amis qui étaient ensemble, qui prennent le taxi. Alors, quand ils montent à bord, ils continuent leur discussion. Ou bien, c'est des gens qui ne se connaissaient pas, chacun est monté dans le taxi, parce que vous savez, le taxi à Lomé, ce n'est pas souvent loué par un seul passager. C'est comme un bus urbain. Tu t'arrêtes, un autre entre, tu t'arrêtes, tu continues. Bon, c'est ça le taxi. Alors, ces passagers, et d'un moment, ne restent pas, ne sont pas taciturnes, ils parlent. Alors, ils parlent de quoi? De tout et de rien. Ils parlent de la politique, ils parlent de l'argent, ils parlent des femmes, des problèmes d'amour, ils parlent de l'éducation,
il parle de la jeunesse. C'est inouï tout ce qu'il se raconte. Et c'est si enrichissant, si intéressant que, chauffeur, je conduis, d'accord, mais mes oreilles ne sont pas bouchées. J'écoute et j'enregistre. Alors, aussitôt rentré le soir, peut-être à 23 h ou bien à minuit, que je rentre, ben, je me précipite à ma table pour noter les points qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont frappé dans ce débat-là, que j'ai appelé les potins de mon taxi. Et voilà comment j'en suis arrivé à avoir beaucoup de questions ou bien de thèmes, de thématiques qui sont débattues dans mon taxi et que j'ai rapporté dans la première partie de l'ouvrage. Et puis, dans la deuxième partie, c'est un débat sur justement ces idées-là que la première partie de l'ouvrage a diffusé. Voilà un peu comment l'ouvrage est né. Et le chauffeur de ce taxi-là, c'est bien moi-même qui suis ce chauffeur-là, bien que je sois au départ, que je sois un enseignant de carrière. C'est la période de, permettez-moi le mot, de l'éadémaïsme triomphant. C'était comme au temps du moboutisme triomphant, c'est-à-dire le parti la période du parti unique, le RPT au pouvoir, avec le président Eyadema à la tête. Et donc, il faut prendre des années 77 à 82 comme cela. C'est voilà la tranche, la période où j'étais vraiment jeune enseignant et puis au volant de ce taxi-là. Et vous verrez que les usagers de ma voiture parlaient souvent de ce qui se passe dans la vie, sur les problèmes d'argent, sur les problèmes de la politique même, et moi, je suis arrivé à dire que, avec certains usagers, j'avais presque peur parce que quand on disait que les murs de nos maisons ont des oreilles, parce qu'avec un régime de parti unique, et comme on l'a connu, ce n'est pas facile de parler du régime et surtout d'en dire du mal. Donc dans mon taxi, je me disais que la carrosserie de ma voiture a peut-être des oreilles, et quand j'entends certains usagers qui critiquent trop le système en place, j'avais parfois un peu peur, me disant que peut-être ce sont des espions, parce qu'à l'époque, on disait aussi de savoir parler. Tu as tel ami, tu es dans un bar, on ne parle pas. Et d'autres disent que dans leur maison, ils ne parlent pas de politique parce qu'il y a les murs. Quand tu veux parler de politique, il faut sortir. Tu es là, tu regardes tout autour de toi, dans la rue, et tu vois qu'il n'y a pas d'oreille indiscrète, et là tu parles. Mais si tu es enfermé dans une maison, attention à toi. Voilà un peu cet aspect, c'est la période de la politique de parti unique telle que nous l'avons connue, nous les doyens, comme disent les enfants. Mon objectif est très simple, c'est de partager tout ce que j'apprends dans les taxis, que d'autres aussi l'écoutent. Parce que moi, ça m'émerveillait de savoir comment les gens parlent. Si je parle les problèmes d'argent, par exemple, il y a un monsieur qui disait que vraiment avec les problèmes d'argent, qui a même les moyens occultes pour avoir de l'argent. Il disait que
il y a certains... bon, on nous a dit de ne plus pas de dire féticheur parce que c'est péjoratif, mais parce que le Bokono, c'est un connaisseur, tel qu'on nous l'a expliqué. C'est un monsieur qui maîtrise certaines lois de la nature et donc il a fait des études même pour connaître le Fa et tout ça, ce qui est une culture immense, comme on nous l'a expliqué. C'est le colonisateur qui a diabolisé un peu tout pour que nous rejetions en bloc tout ce qu'il y a de bon dans nos propres cultures. Donc le Bokono n'est pas un monsieur mauvais, il n'est pas féticheur. C'est quelqu'un qui connaît les lois de la nature, et les lois divines, les lois de nos ancêtres, et qui sait les appliquer. Seulement, on peut appliquer ces lois dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Donc, on peut aller donc chez ce Bokono, voilà comment je peux l'appeler pour que ça soit plus respectueux, chez ce grand prêtre, pour dire qu'on veut de l'argent. Alors, il peut te dire, bon, d'accord, tu veux de l'argent, bon, voilà, on va jeter par terre les grains de maïs et on amène une poule. Autant de grains le maïs aura picoré, autant d'années il te restera à vivre. Mais alors, très riche, immensément riche. C'est que s'il picore une seule graine, là, il te reste un an. Mais tu seras immensément riche. Alors, tout ça m'intéressait. Je dis, mais c'est pas bien. Il dit, mais que les gens le font à Lomé, que Lomé en est plein. Il dit aussi que, ou bien le Bokono, on amène des chèvres, et puis, après avoir fait la cérémonie, il y a une des chèvres qui prend le visage d'un de tes enfants. Tu regardes, voilà un chèvre qui regarde, qui ressemble, son visage ressemble à ton enfant. Tu le désignes. Avant d'arriver à la maison, cet enfant-là sera mort. Mais tu deviens immensément riche. Je dis, mais comment on peut perdre son enfant, même si on est riche, et être content? Il dit, mais c'est ça qu'on fait à Lomé, que c'est plein partout. D'autres, c'est que tu perds ta virilité. Tu perds ta virilité, tu ne peux plus aller avec une femme, et puis tu deviens immensément. Je dis, non, comment tu es riche et tu ne peux pas avoir le plaisir de sortir avec une femme qui te plaît? Comment? Il dit, mais que tout le monde le fait à Lomé, et que d'autres, ils ont des femmes, mais les femmes s'en vont baiser dehors, elles ont des amants, et ont des grossesses dehors, et te les amènent. Mais que tu es riche pour dire donc, voilà donc tes idées comme ça, des choses qui se racontent dans mon taxi. Et moi, je suis surpris parce que je n'ai jamais... Alors, je veux partager. Je veux que d'autres aussi sachent. Voilà donc, parce que la question que vous me posez de savoir, quel est l'objectif poursuivi? C'est de partager avec mes lecteurs ces connaissances-là. Je les appelle les potins de taxi. C'est des bavardages plein, sur tous les sujets au monde. Sur l'argent, sur la femme, sur l'amour, sur l'éducation des enfants, la politique. C'est inouï. C'était donc pour faire un partage honnête avec mes lecteurs. Ça leur permet aussi de découvrir des connaissances insoupçonnées, et comme moi-même. Voilà mon objectif.